Rudy, tu es ingénieur, tu as été diplômé d'une école d'ingénieur à Brest. Puis ensuite, tu as travaillé en tant que consultant en IT dans le domaine bancaire pendant une dizaine d'années, Presque 10 ans. presque 10 ans. Tu as travaillé en France, au Maroc, en Suisse, et puis maintenant en Australie. Jamais travaillé en France, en fait. T'as jamais travaillé en Je suis un France? Français qui n'a jamais travaillé en France. Waouh! Et bah, dans ce cas-là, Maroc, Suisse et maintenant Australie. En Australie, depuis à peu près 5 ans. Ouais, bientôt 6. Bientôt 6. Et tu travailles maintenant chez le client dans l'industrie bancaire, Voilà. toujours dans le domaine IT. Euh, donc en plus, une carrière donc, très internationale. Euh, D'après ce que j'ai pu voir sur LinkedIn, tu es apprécié pour ton humour aussi par tes collègues. Et Sûrement, j'espère. oui, c'est sur les remarques que l'on peut voir. En effet, en tout cas, une bonne ambiance au travail. Et surtout, tu arrives à côté à allier une de tes passions, le cyclisme, avec la lutte contre le cancer, puisque tu as levé des fonds récemment lors d'une course pour la recherche. Donc c'est vraiment un immense plaisir d'être là aujourd'hui et merci pour ton temps. Merci, oui. Je te propose qu'on commence avec le parcours international que tu as fait. Donc, c'est-à-dire, tu as travaillé pendant quasiment 10 ans dans un cabinet de conseil IT. Comment est-ce que ça s'est passé pour ne jamais travailler en France? Justement, comment est-ce que tu as commencé? En général, on dit donc, tu travailles 2-3 ans en France, puis après, tu vas être envoyé à l'étranger sur des missions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas? Donc en fait, déjà dans mon... Donc, les écoles d'ingénieurs ont fait le stage de fin d'année que moi j'ai fait au premier semestre de mon dernière année d'école d'ingénieur. Et je voulais partir en Europe, je voulais voyager, je voulais travailler mon anglais, je crois que c'était une de mes motivations principales. Et j'ai commencé un peu à chercher partout en Europe, un peu jouer un peu sur les contacts, utiliser l'annuaire de mon école. Et le fil en aiguille, je ne sais plus comment exactement ça s'est passé, mais je me suis retrouvé à faire mon stage dans le web, Ouais. web software editing, au Luxembourg. Donc ça a été ma première expérience au Luxembourg. Et tout s'est très bien passé. Je pense que oui, ils étaient prêts à m'embaucher, en sachant que je suis retourné un semestre du coup à Brest pour finir mes études, mais ils étaient prêts à m'embaucher en sortant. Mais bon, c'était aussi une espèce de cabinet de conseil aussi. Ça se passait pas très bien dans le cabinet de conseil, un gros turnover. Donc j'étais pas forcément très intéressé pour continuer dans cette carrière-là, mais une très bonne expérience professionnelle. Et je crois que ça a permis d'écrire sur mon CV le mot Luxembourg. Et quand je me suis retrouvé à chercher du boulot donc en juin 2008 à la fin de mes études, je ne sais pas si ça m'a aidé, mais je me suis retrouvé à faire des interviews pour cette société de conseil qui s'appelle Orbium, qui est spécialisée dans l'IT bancaire et plus précisément dans un système bancaire suisse qui s'appelle Avaloq, dans une des dernières générations de systèmes bancaires. Et ils venaient d'ouvrir leur bureau à Luxembourg, donc ils recrutaient assez largement. Un très bon succès, car ils avaient déjà décroché leur première année 2 projets, un dans une petite banque allemande et un dans une grosse banque française, qui est en fait la branche banque privée d'un des 4 grosses banques françaises. Et donc un très gros projet, donc là où j'ai commencé ma carrière. Et voilà, mon premier boulot était donc basé à Luxembourg, donc j'étais officiellement un employé luxembourgeois. Pendant combien de temps? Donc je suis resté jusqu'à temps que j'arrive en Australie. Donc c'était, si mes calculs sont bons, 6 ans. 6 ans. Et ensuite, en fait, ma mission en Australie a commencé avec le même cabinet de conseil. Un peu la voie royale. Ils ont ouvert leur bureau en Australie. Ils ont signé BT Financial Group, donc, qui est le Wealth Management Hub de Westpac. Et ça m'a permis que ma boîte ouvre leur office, me demande à des gens expérimentés de venir. Donc j'étais dans un mood très international. J'étais déjà marié, mais on était déjà prêt à bouger. Donc ma femme est venue avec moi. Et ils m'ont offert le 457, ils m'ont offert la PR. J'ai été 3 mois à l'hôtel en arrivant, donc pas vraiment de tracas à chercher un appartement rapidement. Donc voilà, très facile. Quand je discutais avec beaucoup de Français, beaucoup galèrent beaucoup plus. Donc moi j'ai été vraiment gâté à ce niveau-là. Ma boîte s'est occupée de tout et ça s'est très bien passé. Ça a permis, je pense, vraiment d'avoir une bonne expérience. Je pense que la première expérience en arrivant en Australie, si elle est bonne, ça aide aussi à rester plus longtemps, je pense. Mm-hmm.
Absolument. Et avant de t'envoyer en Australie, parce que j'imagine tu avais fait des missions, donc j'avais cru voir donc, dans d'autres pays. Est-ce que ça t'a aidé pour qu'ils t'envoient en Australie derrière? Comment s'était passé ces premières missions pour partir à l'étranger, quelques mois, quelques semaines peut-être? Ouais, donc j'ai commencé avec un bonne année et demie au Luxembourg et en étant à un moment sur le même projet au Luxembourg, j'ai commencé à demander si je pouvais faire comme tous mes collègues faisaient en fait à l'époque, à commencer à explorer le marché européen. Et j'ai vite été envoyé à Lugano, donc en Suisse italienne, au sud de la Suisse italienne, pour 3 premiers mois. Et très rapidement, en fait, la banque privée pour laquelle je travaillais au Luxembourg a commencé son même projet en Suisse, à Bâle. Et ils m'ont demandé de revenir. Donc après 3 mois à Lugano, je suis revenu à Bâle. Ce qui est un peu plus pratique car c'est à la frontière française. Donc du coup, j'arrivais à faire 3 heures de commute par rapport à là où j'habitais. Donc j'habitais en France à la frontière luxembourgeoise. Là. Tous les jours? Non, je le faisais, Une donc fois. grosso modo, je faisais 4 jours, 3 nuits à Bâle, et puis j'avais un week-end de 3 jours toutes les semaines. Donc je faisais juste le commute voilà, en train tous les 3 heures. Et quand j'étais à Lugano, c'était l'avion par contre. Je faisais 4 jours, 5 nuits, et je commutais en avion Waouh. tous les jours. Ouais. Donc un peu la vraie vie de consultant. Qui est moi à Lugano, voilà, à l'hôtel. À Bâle, j'avais mon petit appartement près de la banque, donc aussi voilà, un contexte très confortable. Euh, je pense aussi ça aide, les rates dans l'IT bancaire sont très bons aussi, donc je pense que les banques peuvent aussi, les banques et les boîtes de consulting peuvent un peu plus chouchouter leurs consultants. Donc vraiment, ouais, un très bon début de carrière, enfin très confortable, je veux dire. Et puis très bien, oui, le fait de pouvoir bouger à Bâle. Ensuite, je suis retourné à Luxembourg pour la même banque. J'ai travaillé dans un autre secteur, plus dans tout ce qui est reporting, production des account statements, portfolio statement. Et ensuite, encore après 1 an et demi, un peu la bougeotte. Je pense que les consultants de cette boîte avaient l'habitude de bouger tous les 1 an et demi, donc c'était assez normal. C'est assez rapide, enfin, C'est vu de assez l'extérieur. rapide, ouais. Mais après, je pense que ouais, Ça dépend des compagnies, comme tu ça dis. dépend des compagnies, mais celle-là, ouais, en général, c'était la fréquence. Et donc là, une expérience au Maroc, donc beaucoup plus exotique, à Casablanca, une espèce de banque privée en devenir, disons, peut-être une des premières banques privées d'Afrique, en enlevant l'Afrique du Sud, peut-être. Et aussi une très bonne expérience, ouais, donc une toute petite banque, donc du coup, beaucoup plus de tâches à faire, beaucoup plus de domaines à gérer en même temps. Et là encore, au bout d'1 an et demi, de retour à Luxembourg. Et, euh, et ensuite, je pense que je suis très vite allé en Australie après cela, dès que l'opportunité s'est présentée. Ouais. Ils ont voulu ouvrir des bureaux en Australie. Vous étiez combien à venir pour les Donc ouvrir? en général, leurs tactiques, ils sont assez prudents. Ils attendent que le contrat soit signé pour ouvrir le bureau. Ah Donc, oui, d'accord. ouais, donc ça se permet de. Non, non, c'est faux ce que je dis parce qu'ils ont ouvert un bureau à New York et ils n'ont toujours pas de clients après 3 ans. Mais ils n'ont que 2 personnes à New York alors que le Sydney c'était sûr qu'ils allaient avoir une grosse demande. Donc on est commencé, je pense qu'on est arrivé avec 8 consultants expérimentés dans le bureau de Sydney et on a tout de suite recruté 8 à 10 personnes. Il me semble que c'est dans les lois australiennes pour qu'une nouvelle entreprise s'installe en Australie, elle doit avoir un certain pourcentage de local dans leur staff. Et de toute façon, c'était aussi dans la stratégie d'Orbium d'embaucher les locaux et certaines ressources expérimentées venant de Suisse principalement sont rentrées chez eux. Certains sont restés, mais la plupart sont rentrés. Après une certaine période, par exemple 1 ou 2 ans, puis ensuite ils C'est sont. ça. Et là encore, très, très flexible. Moi, dès le début en Australie, j'ai parié que ça allait me plaire et ça marche, ça a bien marché, parce qu'après 6 ans, je suis toujours là et j'avais tout de suite signé pour rester et voilà, je suis toujours ici et je suis très content. Et donc vous arrivez, vous êtes 8 à 10 personnes expérimentées, vous recrutez des Australiens, des locaux pour les. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là, puisque la culture est sûrement différente par rapport au Luxembourg et par rapport à la Suisse. Est-ce qu'il y a eu un choc des cultures à ce niveau-là? C'est sûr qu'il y a un choc des cultures, ouais. Donc, je crois que la plupart de mes collègues étaient suisses, je crois que j'étais le seul français. Et très peu avaient travaillé avec des anglo-saxons. Je pense qu'ils avaient fait la plupart de leur carrière en Suisse, en Europe, peut-être un petit peu au Maroc, mais le Maroc étant une culture assez francophone d'un certain côté aussi. Donc oui, la culture anglo-saxonne, très nouveau pour nous. Donc travailler de façon très proche avec nos nouveaux collègues australiens
Sachant qu'en plus l'Australie, Sydney est très cosmopolite, donc je crois que dans les nouveaux, on avait une avec un background plus de Philippines, un avec un background plus d'Inde, certains vrais Chou aussi, ça, très australien, donc très cosmopolite et se retrouver aussi dans un contexte très australien, très anglo-saxon. Ouais, un bon choc des cultures. On a dû apprendre un peu l'accent francophone à nos amis australiens. On arrivait tous avec des accents très lourds. Je pense qu'on s'est un peu amélioré maintenant. Mais oui, ouais, non, c'est une culture très différente qui va être beaucoup plus dans le. On va montrer et beaucoup plus superficielle, j'ai envie de dire d'une certaine façon. Les relations aussi. Donc, par exemple, je discutais avec un collègue qui est allemand. Il était un peu choqué que tout le monde mangeait dans son coin en Australie. Alors qu'on avait les mots français, on a tous mangé ensemble, et ce qu'on avait tendance à faire avec nos collègues, et on le fait toujours. Avec les C'est marrant, c'est que collègues suisses ou avec les collègues mes australiens collègues aussi? suisses en fait travaillent toujours 2 étages en dessous, hein, donc ils sont pas très loin, donc je mange toujours avec eux. Et on a du coup, je pense qu'on a sûrement un peu européanisé un peu nos collègues suisses, et puis vice versa. Je pense qu'on a appris chacun d'entre nous, et même au niveau du projet, je pense que les gens, en général, les Australiens aiment beaucoup la culture suisse ou française, donc il y a un attrait qui se fait Hmm. assez facilement, un échange qui se fait assez facilement. Et voilà. Et il y a eu des différences de process qui sont apparues, qui ont dû être faites pour s'adapter ici? Ouais, peut-être il y a eu des clashs aussi qui ont peut-être commencé à générer des adaptations. C'est Ça, c'est pour surtout, quelqu'un qui arrive en Australie, qui est par exemple dans l'industrie bancaire ou en consultant. Après 6 mois ici, il va se rendre compte un peu, mais à quoi il pourrait s'attendre, qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire justement à ce niveau-là? je me rappelle, les plus gros clashs étaient vraiment sur. On avait des collègues suisses-allemands donc, qui travaillaient directement pour le système bancaire en question. Donc vraiment des personnes très product-oriented, tu vois. C'est notre système, on connaît tous les systèmes. Donc vous vous adaptez au système, c'est pas l'inverse. Alors que nous, en tant que consultants, on était beaucoup plus en compromis en disant que oui, quels sont vos besoins, on va les adapter au système, voilà. Et en plus suisse-allemand, donc une tendance très rigide des choses. Et là, l'Australie, ils sont quand même beaucoup dans le consensus, dans le compromis, beaucoup dans la discussion, un peu explorer les options. Euh, donc la personne qui est arrivée assez rigide et en disant ça c'est la seule façon de faire, ça a toujours été fait comme ça partout ailleurs et il faut faire comme ça n'a pas très bien passé quoi. Euh, je dirais même que c'est assez marrant parce que l'Australien n'a pas l'habitude du tout du clash en fait. D'ailleurs dans la culture française on se dispute assez facilement et c'est assez normal, mais en Australie c'est pas vraiment le cas. Donc je pense qu'il faut faire attention à cette culture un peu du clash, un peu du combat. En France, on aime bien protester, manifester. En Australie, ça ne se passe pas. Donc je pense qu'il y a cet aspect culturel ouais, de la relation du conflit, du consensus, du compromis. Hein. Peut-être la plus grand gap, je dirais, en arrivant en Australie. Ouais. Et parce que c'est quelque chose de très vrai, hein, le clash, ils ont peu l'habitude. Ce que j'ai trouvé qui était étonnant, c'est que si on clash, on pense avoir l'ascendant au début, mais en fait, on le perd très vite, on ne va pas se rendre compte. Il faut changer sa manière de faire pour faire avancer les choses. J'imagine que c'est ce qui passait pour les Suisses allemands notamment. Il y en a qui n'ont jamais réussi à s'adapter. Donc du coup, après, c'est un peu ceux qui ne s'arrivent pas à s'adapter, c'est un peu, ils se retrouvent un peu isolés du coup. Du coup, en général, l'organisation, je pense que l'entreprise a essayé de mettre d'autres gens au milieu, plus dans le compromis pour interloquer, communiquer avec le client. Ça, c'est une façon de faire. Mais sinon, le mieux, je pense que c'est de s'adapter, puis oui, de discuter, de trouver les compromis. Je pense qu'il faut discuter en travaillant avec des gens qui travaillent en Australie. Il faut prendre plus le temps de discuter, être patient. En 10 ans, j'ai appris à être énormément très patient avec n'importe quelle culture, en fait. Je pense que c'est très important d'être patient, empathique. Euh, et voilà, je pense qu'il faut garder un esprit ouvert. Je pense que plus on voyage, plus on s'ouvre l'esprit, et plus c'est facile aussi. Euh, des collègues peut-être où ça aurait été la première expérience internationale, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile. Mais là, je pense que ça se travaille aussi, cette espèce d'ouverture d'esprit et de cette acculturation, cette cultivation de la culture internationale, si j'ai envie de dire.
C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, quand les Australiens vont s'adapter à la culture, on prend un peu la culture plus franco-suisse, européenne, et vous allez prendre le. Je pense à un chemin qui se fait dans les deux sens. Ouais. Et on se rend compte très vite que il y a des gens des gens qui ont moins voyagé vont avoir plus difficile, une période un peu plus difficile à s'adapter. Et puis les gens qui ont plus l'habitude vont être plus rapides à s'adapter. Mais c'est un chemin à faire dans les deux sens, je pense. Comment sont arrivés ces premiers clients, justement? Enfin, si Euh, on peut dire dans quel type de circonstances vous avez rencontré les personnes, c'est pas forcément les détails spécifiques, mais plus quand on arrive, on se pose souvent la question, est-ce que ça va être des clients français, francophones, européens? Est-ce que ça va être des clients australiens ou autres d'ailleurs? donc, alors, le système de vente, il est assez particulier. Donc, Avaloq, en général, s'occupe de la vente. Donc, le système bancaire lui-même s'occupe de la vente. Donc, je pense que pour l'Australie, ils ont sûrement dû opérer depuis Singapour, où ils avaient déjà une présence. Mhm. Et sûrement, ils essayent de vendre dans l'APAC, donc Asie-Pacifique. Euh, Parfois, si ma boîte de consulting Robium avait leur bureau déjà dans le pays, des fois, ils supportent la vente. Je dirais que souvent ils supportent le pre-sales, tout ce qui est pre-sales ou tout ce qui est répondre comment t'appelles ça, request for interest, tous ces Yeah, documents. expression of interest. Dès qu'il y a besoin de détails un peu techniques, là, c'est là où ma boîte aurait un peu apporté sa contribution. J'ai un peu participé au Luxembourg pour certains clients. Mais en général, c'est vraiment Avaloq qui drive les ventes. Et ensuite, bon, bah, les ventes, c'est beaucoup de produits. Et quand un client veut choisir, ben, il a en général plusieurs produits sur la table. Et c'est là où ça fait la différence. Donc Avaloq va être un système qui va être très flexible. Euh, des fois, il est un peu comparé comme un couteau suisse ou comme une Rolls-Royce, où tu peux tout customiser, mais ça coûte très cher. Il y a des systèmes qui vont être beaucoup moins flexibles et beaucoup plus rapides à implémenter, beaucoup moins chers. Euh, donc ça drive un peu le marché. Ils ont toujours vendu aux banques privées, au wealth management, ils ont toujours voulu vendre au retail banking, mais ça n'a jamais vraiment marché. Euh, Parce que le retail banking a sûrement besoin d'un système moins flexible et plus scalable et plus performant et moins cher aussi pour pouvoir, ouais, par rapport au coût du nombre de clients, quelque chose comme ça. Donc, ouais, voilà, ils sont un peu dans un petit marché de niche en fait. Donc, ça va être très banque privée et des banques privées, il n'y en a pas partout. En Australie, on a de la chance, il y en a quand même un petit peu. Donc, le wealth management, ça marche beaucoup sur les trillions de dollars de superannuation. Il y a quand même beaucoup en termes d'investissement. Il y a si, tout ce qui est investment SMSF, il y a beaucoup d'optimisation fiscale à faire autour de ça. Donc les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent mettre un peu leur argent là-dedans, jouer un peu avec les super aussi. Donc Ouais. l'idée un peu de super, c'est que l'argent est bloqué jusqu'au retirement age, à l'âge de la retraite, mais après il y a moyen de sortir l'argent très détaxé après l'âge de la retraite. Donc voilà, c'est un peu les stratégies du wealth management en Australie, plus toutes les assurances qui vont au-dessus. Donc voilà, il y a un marché wealth management banque privée en Australie qui bat un petit peu de l'aile ces temps-ci avec toutes les histoires. Je crois que la Royal Main Commission a fait un petit peu de mal. Je pense que les grosses banques ont pensé essayer de vendre leur wealth management, leur assurance et leur super à un moment. Et certains ont vu que c'était pas possible, ils ne pouvaient pas en tirer un certain prix. Et maintenant, on se retrouve avec. Ils essaient plus de le merger, de le reconfigurer plutôt qu'essayer de le vendre. Et c'est comme ça que du coup, BT Financial Group a intégré Westpac. Donc maintenant, officiellement, je ne suis plus BT Financial Group. On devrait même sûrement enlever le logo à l'entrée du bâtiment. Nous sommes tous Westpac, mais toujours à faire le même boulot. Avant d'arriver à Westpac, et donc BT maintenant Westpac, tu étais toujours consultant quand tu es arrivé. Ouais. Comment s'est passée la transition? Donc, tu aimais beaucoup l'Australie dès que tu es arrivé, c'est ce que tu étais en train de dire un peu. Et qu'est-ce qui t'a fait changer? Est-ce que c'était le client qui t'a débauché au final? Comment ça s'est passé? Ouais, donc on arrive en Australie, je pense que j'ai étudié ça à l'école d'ingénieur, je me rappelle, on avait cette phase d'acculturation, donc on va commencer avec beaucoup d'excitation, on va arriver, je pense que la première fois ce que j'ai fait, je suis arrivé dans un hôtel au nord du CBD, je suis allé directement voir l'opéra et le pont, tout est merveilleux, tout est beau, Ouais. tout est génial, et après, bon, il y a après les quelques semaines de travail avec les Australiens,
beaucoup de critiques. Je pense qu'avec mes collègues, on a dû pas mal casser le sucre dans le dos des Australiens, à mon avis. Et puis après, voilà, on se fait au rythme et on comprend la culture de mieux en mieux. Et puis ça se passe, je pense, en général de mieux en mieux, passer cette phase d'adaptation. Et voilà, je pense qu'au bout de 6 mois, un an, j'avais déjà une bonne idée sur si je voulais rester en Australie. Et non, je me suis jamais posé la question de rentrer, de partir d'Australie. Donc, bon, très content. Et donc, du coup, je suis resté sur ce projet-là avec BT en tant que consultant pour le système bancaire. Donc, c'était la création de Panorama, donc la nouvelle plateforme de BT de Wealth Management, qui est d'ailleurs un projet toujours en cours. Et ça a duré, ouais, je suis resté avec eux 5 ans. Et c'est au bout de 5 ans, je me suis dit, au bout de 5 ans et surtout 10 ans d'Avaloc, tout compris, quand même, voilà, j'avais exploré pas mal de domaines plutôt techniques. Si on peut couper Avaloc en deux, il y a des domaines beaucoup plus techniques qui vont être la migration des données, modélisation des données, production de tout ce qui est account statement, portfolio statement, des choses comme ça. Puis des domaines beaucoup plus business avec tout ce qui est trading, paiement, des choses comme ça. Donc moi j'étais plus dans le domaine technique et donc très data related, beaucoup sur les données. Et j'avais juste envie de faire quelque chose. Je pense que j'avais pas mal exploré la chose. Je crois que je suis sûrement des personnes les plus expérimentées sur Avaloc de l'hémisphère sud. Donc non, je pense qu'il était temps pour moi de voir autre chose et que je commençais un peu à étudier les nouvelles tendances IT et je suis tombé sur data analytics. Donc, tout ce qui est analyse des données, visualisation, des choses comme ça. Et je commence à faire la recherche en interne, donc il y a des outils formidables. Donc, je pense que BT Westpac utilise Confluence Document Tool. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est accessible pour tout le monde, donc c'est comme un grand Wikipédia en interne où j'ai pu me renseigner sur beaucoup de choses. C'est une solution d'Atlassian, ça, non? Oui, Atlassian, ouais. Donc ils sont très sur les produits Atlassian. Et ça permet de se renseigner beaucoup, puis après commencer à discuter un peu avec des gens, essayer de créer des contacts, comprendre un peu le monde, et ça m'a permis de voir pas mal de choses. Quelle solution technique tu utilisais avant par rapport à ce sur quoi tu as pu te renseigner en techno, je veux dire? Parce que vu que c'est le podcast et l'émission est destiné en principal aux ingénieurs, il y a pas mal d'ingénieurs techniques qui vont écouter, donc qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment ça a évolué? Comment tu peux pu voir l'évolution entre le système bancaire, là où tu as commencé, quelle technologie, et puis maintenant, ce vers quoi tu te diriges et tu es déjà? Ouais. Ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'en fait, je suis mes 5 premières années avec BT, j'ai été le producteur de données. J'étais au début de la chaîne alimentaire de la donnée. Donc c'est moi qui produisais les données. D'ailleurs, je me suis beaucoup occupé de l'onboarding, du account onboarding. Donc c'est vraiment moi qui ai généré les données au début de la chaîne. Et en fait, il y a 1 an et demi, je suis passé à la fin de la chaîne alimentaire des données. Avec tout un monde au milieu. Donc, bien sûr, quand les données sont produites du système, elles sont extraites toutes les nuits en général et envoyées dans les data warehouses. Et en fait, mon équipe de data analytics, seulement extrait toutes les données dans les data warehouses pour faire les transformations qu'ils ont besoin de faire. Donc, par exemple, BT, Panorama étant la 3e plateforme de BT, il y a 3 plateformes sur lesquels les clients ont des comptes avec leurs investissements super. Donc un besoin primaire du business et est-ce qu'on peut avoir une vue centralisée des 3 plateformes. Donc là, c'est de prendre les données sur les 3 data warehouses et puis produire des rapports et des insights sur ça. Donc je me suis vraiment retrouvé d'un début de la chaîne alimentaire à la fin de la chaîne alimentaire, en skippant le milieu complètement. Et ça a été très intéressant, beaucoup de très 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 intéressant de se retrouver à la fin de la chaîne alimentaire. Et donc je suis passé dans un domaine où j'étais très IT, j'étais vraiment au milieu de l'IT, à un domaine où maintenant je ne reporte même plus pour le CIO, je reporte pour le CFO. Donc mon équipe d'analytics est sous le BT Finance, sous le CFO, maintenant sur le CFO de Westpac. Et on est vraiment en immersion avec le business, on travaille avec le business pour Superannuation Insurance Platforms. Donc beaucoup plus d'insight avec le business et aussi peut-être un peu un des désavantages, c'est beaucoup moins de support de l'IT qui nous voit un peu comme des gens du business et pas vraiment des gens comme l'IT. Donc des fois je me sens un petit peu comme
pièces rapportées. Mais l'idée de l'équipe, l'idée du job que j'ai eu, c'était vraiment justement d'apporter cette valeur ajoutée IT à mon équipe business qui, on peut dire, peut-être faisait les choses de façon très business et pas assez IT, un manque de compliance, un manque de IT standardization. Voilà, ça a été un peu pourquoi j'ai été embauché. Donc, il y avait une équipe de combien avant? Tu arrives dans une équipe de combien de personnes? Donc pour l'équipe, c'est la Wealth Analytics and Insights Team. C'est une équipe qui fait une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes et donc une assez grosse équipe d'analytics, mais qui basiquement fait des rapports pour les 5 business, pour tous les BT business. Donc beaucoup de stakeholders, donc quasiment tous les gens du 5e étage au 15e étage, ça serait des gens qui peuvent utiliser nos rapports, nos visualisations pour leurs besoins, prendre des décisions et faire des choix commerciaux. Pour ceux qui ne savent pas, on est dans la tour internationale numéro 2, donc en plein centre de Sydney. Donc, beaucoup de monde dans la tour qui travaille pour BT. Oui, il y a énormément de stakeholders, c'est une grosse équipe, 30 personnes en Insights, Analytics, il y a du boulot. Il y a beaucoup de rapports et avec 3 plateformes, c'est beaucoup de data à gérer. Ouais, par rapport au monde que je viens, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'inefficacité dans la façon dont mon équipe a travaillé. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai été appelé à la Vasco. C'était pour commencer à beaucoup plus automatiser. Donc je pense que 2 tiers des rapports que l'équipe produisait étaient de façon manuelle. Donc au pire des cas, je peux donner des exemples de rapports où il y a des échanges de mails entre 4 et 6 personnes, des manipulations de fichiers Excel, dans le but de produire un rapport. Donc ça a été le genre de process qui a un peu attiré mon attention, qui était un peu mon premier challenge en arrivant. C'est pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on n'a pas essayé de construire une solution automatique en extractant les données de la source voilà. Donc j'ai commencé un peu ma lutte. C'est un peu pour ça que j'ai été embauché en interne. On a commencé à changer un peu la façon dont mon équipe opérait, un peu changer la mentalité de faire ces choses manuellement. Donc, au final, ça prend énormément de temps. Il y avait des gens de mon équipe, peut-être 10 personnes à un moment, qui étaient passaient leur temps à produire des rapports quotidiens, toutes les semaines ou tous les mois, de façon manuelle, des heures de travail pour produire un rapport que quelqu'un pouvait lire en 2 minutes et puis extraire une décision. Voilà, j'ai un peu essayé de mener la charge à l'automatisation. Quels outils pour cette automatisation? Donc c'est encore assez archaïque. On pourrait penser que les banques australiennes peut-être c'est les banques les plus bénéficiaires au monde en termes de bénéfices, seraient très bien équipées, mais elles sont encore un petit peu derrière par rapport aux technologies qui évoluent très vite. Donc on est encore très SQL. On a beaucoup de data sources qui sont Teradata, Oracle ou SQL Server, donc tout en SQL. Et mon équipe a toujours opéré sans aucun software, sans aucun tool, donc basiquement à écrire du code SQL, donc des macros qui appellent des procédures, et essayer d'automatiser ça sur un pauvre petit Windows Server en utilisant le Task Scheduler pour appeler les macros. Des trucs, quelque chose un peu chunky, pas très robuste. Et maintenant, en fait, mon objectif aussi, ça a été d'apporter des tools. Donc, je sais que l'équipe IT, c'est assez marrant parce qu'on voit un peu une disparité entre l'IT et la finance. Donc, l'IT, ont des tools déjà intégrés et utilisés. Donc, on a un peu repris les mêmes tools. Comme on doit leur demander de nous apporter les outils, on prend juste les mêmes outils. Ça va être Informatica pour tout ce qui est ETL, donc c'est un outil assez performant. Je sais que les équipes IT l'utilisent pour les migrations des données d'un système A à un système B. Tableau pour tout ce qui est visualisation. Je sais que l'équipe va utiliser un peu ClickView aussi. Et bon, ClickView commence à dater un petit peu. Ils sont venus avec un ClickSense, mais qui n'est pas très bon. Donc on va plus sur du tableau qui est très facile à utiliser. Et aussi, l'équipe a eu tendance à beaucoup s'appuyer sur Excel. On est en finance en plus.
ils adorent Excel, donc on essaie de sortir un peu d'Excel. Donc j'essaie d'un peu de mener cette charge aussi, de sortir de l'Excel et de s'orienter du tableau, des belles visualisations, au lieu d'avoir des extracts de numbers que les gens de finance adorent, mais non, je pense que Tableau va aller beaucoup mieux pour tout le monde. Et aussi dans une stratégie au lieu d'essayer de produire un rapport pour tous les besoins, donc chacun vient avec ses besoins, ils avaient l'habitude de produire un rapport Excel exactement pour chaque besoin, et du coup a été un peu submergé par la demande, sachant que, comme j'ai dit, oui, ils répondent aux besoins des gens du 5e étage jusqu'au 15e étage. Donc, Beaucoup de demandes beaucoup ad de hoc gens, qui, voilà. qui consomment Donc ça. on essaye de venir avec des dashboards beaucoup plus génériques dans Tableau. Et aussi, on va essayer de lancer une culture du self-service, donc former les gens, entraîner les gens à utiliser Tableau et à interagir avec Tableau. C'est l'idée de Tableau, c'est d'interagir, d'utiliser des filtres, cliquer pour aller d'un dashboard à un autre et se servir un peu eux-mêmes dans leurs besoins et savoir aussi un petit peu se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes données. Donc c'est aussi voilà, quelque chose qu'on a commencé, une expérience qu'on a commencé avec mon équipe de retention. Donc pour le moment, mon projet principal, c'est travailler avec le Customer Retention Department, donc il y a un nouveau département de BT, qui, depuis la Royal Bank Commission, malheureusement, a perdu pas mal d'argent. Il y a beaucoup d'argent, il y a plus d'argent qui part, qui quitte BT qui rentre. Donc, c'est une situation un peu alarmante, mais qui est en train de se passer pour toutes les grosses banques. Donc, voilà, c'est une tendance du marché. Donc, on a commencé à se préoccuper de retenir les clients à BT. C'est bien qu'on commence à faire ça après peut-être des bénéfices, donc c'est. Ouais, je pense que BT a toujours concentré son énergie sur la vente et était très successful. Panorama est passé de 0 à 20 milliards de fonds sous management en 4 ans. Des plus grosses croissances du marché en termes de plateformes d'investissement. Mais voilà, l'argent commence à partir un petit peu. Panorama il se débrouille toujours très bien. Le problème, c'est les deux plateformes les plus vieilles qui battent un peu plus de l'aile. Donc voilà, on a commencé un peu donc dans le contexte de cette rétention des clients et des advisors, on a commencé à un peu mettre en pratique tout cet aspect de tableau, self-service, automatiser les ETL process et un peu montrer le reste de mon équipe qui est très occupé du coup à essayer de faire tourner tout le legacy reporting, un peu montrer la nouvelle façon de faire et puis j'espère pouvoir les embarquer dans mon voyage, des fois pas facile. Ici c'est un peu des fois comme la fonction publique, donc on a des gens qui ont été là pendant très longtemps, qui ont toujours travaillé de la même façon, donc qui ont tendance à avoir un mindset assez fixe. Et donc le challenge, c'est des fois de pouvoir de les faire changer seulement de travailler. Des fois juste donner un training et leur dire voilà, vous pouvez faire comme ça. Et ils disent ah ouais, c'est super, mais en général, la minute d'après, ils retournent dans leur boulot et ils continuent. Donc voilà, c'est un peu mon challenge aussi, un challenge humain. Donc dans une grande organisation comme ça, un peu mener la charge sur la modernisation de la façon dont on produit les analytics et les insights. Et ça a été beaucoup, en fait, ça a été une vision que ma manager, qui est en congé maternité, qui est française aussi, peut-être qu'elle regardera ma vidéo, et qui a été celle qui m'a embauché, et puis qui m'a inculqué cette vision, et donc à moi de l'exécuter. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon pas en avant par rapport à quand je suis arrivé il y a un an et demi. Et je pense qu'on va continuer comme ça. Pendant ce temps-là, Westpac prépare une big data plateforme. Donc, je pense qu'ils veulent sortir du Teradata, du SQL. Donc, l'IT est en train de préparer une big data plateforme. Ça prend un petit peu de temps. Ils ont commencé à vouloir faire ça sur du Hortonworks. Maintenant, ils sont plus en train de regarder à Microsoft Azure. Je pense que le nouveau CIO est plus sur du Microsoft. Donc, ils ont commencé une migration, alors même que la plateforme n'est pas vraiment prête et n'a pas vraiment de données. Donc, ça va encore un peu delayed le début de cette plateforme, mais donc l'idée à un moment donné est que on espère que l'IT va sûrement commencer à storer leurs données, leurs data dans
la Big Data Platform. Et ensuite, on espère que les Analytics Team puissent avoir leur petite Discovery Zone pour pouvoir faire leur travail en utilisant les Big Data Technologies, donc tout ce qui est Apache, Spark, Kafka, tout ça, et puis continuer à utiliser du Tableau par-dessus ça, et puis être aussi beaucoup plus près de l'IT aussi, j'espère, et avoir bénéficié un peu des mêmes outils, et un peu quitter cet Excel et cette vieille façon de produire la data analytics. Tu commences à construire une base de données qui est déjà bien faite à la base, ça change tout. Ça aide, c'est sûr. Là, le problème, c'est tout ce qui est legacy. Ouais, moi je me rends compte que voilà, on a 3 plateformes, donc on met 3 fois plus de temps. On en aurait qu'une, ça c'est beaucoup plus rapide. Surtout que la dernière est quand même beaucoup plus structurée, donc ça aurait été un boulot assez facile. Mais non, on met 3 plateformes, 6 systèmes superannuation aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est l'IT va commencer une migration, donc on va sûrement finir avec un système super, une plateforme et une seule UI par-dessus les deux. Mais ça va prendre 4-5 ans. Donc, le temps que les technos changent à nouveau. Et voilà, quand tout sera fini, je pense qu'on sera déjà il y aura déjà des nouvelles générations de systèmes beaucoup plus modernes, qui sont peut-être plus basés sur du SQL, puis je sais pas, peut-être un système bancaire en NoSQL, on peut imaginer un peu tout et n'importe quoi, je sais pas. Je pense qu'il y a les neobanks qui arrivent déjà avec leur nouveau système. On parle aussi beaucoup des Big Four de la technologie qui commencent à mettre leurs pieds un petit peu dans la finance, dans le bancaire. Donc, c'est intéressant. Ça va évoluer, je pense. Je pense que je me suis déjà inscrit. Je crois que Revolut, qui existe déjà en Angleterre, s'est lancé en Australie. Ah ouais. Donc je suis dans la waiting list pour tester la bêta. Donc, c'est vraiment ils ont aucune. Je sais pas s'ils ont une licence bancaire, mais c'est vraiment des compagnies, des fintech qui arrivent et qui n'ont sûrement un peu de gens qui s'y connaissent en bancaire, mais qui vont, je pense, arriver avec une approche complètement nouvelle de la façon dont les clients utilisent leur système bancaire. Et je pense qu'ils vont révolutionner pas mal les choses. Donc, ça va être intéressant à approcher. On parle de la blockchain, du Bitcoin aussi. Ça a complètement pris tout le monde par surprise. Donc, les banques maintenant s'intéressent au blockchain, mais courent toujours un petit peu après. Il y a énormément d'utilisation possible pour la blockchain. Donc, des fois, je me dis aussi, et si on allait dans une fintech travailler, et voilà, ça serait peut-être beaucoup plus fun. Et comment tu fais justement pour tout ce qui est continuer à se former avec tous ces avancées technologiques? J'ai vu que tu avais continué à te former il y a 2 ans sur tout ce qui était Prince. C'était des accréditations, j'imagine, financières. Mais c'est Project Management. Project Management? Ouais. Ok, d'accord, totalement faux pour moi. Ma boîte de consulting était assez ouverte sur les trainings. Je sais que mes collègues qui travaillent toujours avec, il faudrait un bon training par an. Donc Prince2, je pense à aller avec mon évolution en tant que manager. Ça faisait énormément de sens de faire une de ces project management. Donc les 2 principales pour moi, je pense, c'est Prince2 et PMP. PMP étant Project Management Professional. Ok. Très générique comme nom, mais ouais, c'est une des 2 grosses méthodologies. Prince2 est plus pratique, je trouve, beaucoup plus facile à mettre en place dans n'importe quelle industrie en plus de ça. Et puis en plus, j'ai la chance d'habiter près de Sydney Uni où beaucoup de formations se font. Donc, oui, c'est très intéressant ce Prince2 et je pense que en arrivant au niveau manager, je pense que c'est bien d'avoir une de ces 2 project management practice pour avoir un peu de structure, même si en pratique, des banques comme Westpac, on voit que c'est beaucoup plus loose. Il y a des fois des manquements de project management basique et en plus maintenant il y a un gros push pour aller vers l'agile, donc ça change un peu les choses aussi. Je sais que Prince2 et PMP sont en train de donner des versions agile de leur certification, mais en général je pense que c'est bien d'avoir un background très traditionnel du project management et ensuite à côté une expérience d'agile et puis savoir le marier par soi-même en fait. Je pense que ça vient avec l'expérience des 2. Donc voilà, Westpac, BT sont beaucoup dans l'agile. Ce qui est marrant, c'est que je pense que toutes les compagnies font leur propre version d'agile, ils ont leur propre interprétation. Même je vois d'un étage à un autre, donc j'ai beaucoup travaillé agile pour le projet Panorama pendant 4 ans et maintenant je travaille avec des gens beaucoup plus business de l'agile, ils ont chacun leur. Et qu'est-ce qui change alors entre les 2? Qu'est-ce qu'ils vont faire différemment?
Bon, déjà, le produit, l'output, donc pour l'IT, ça va être voilà, construire des features, c'est vraiment construire quelque chose. On va plus parler d'un produit. Et, les chefs de squad sont des product owners. Pour le business, on parle de service owner. On essaie de rendre des services. Par exemple, pour le retention service pour lequel je travaille, les autres squads ont beaucoup de faire de campagnes marketing, des vidéos marketing aussi, contacter les advisors, contacter les clients, proposer des offres. Voilà, on est plus dans du service, donc du coup, c'est beaucoup moins tangible, peut-être beaucoup plus. Je pense qu'Agile marche toujours parce que au final, c'est des projets qui sont qu'on peut casser couper en épique, couper en user story, couper en task. Donc ça, je pense que ça soit tangible ou pas, ça marche. Mais après, je pense que la différence, c'est l'approche au niveau de tout ce qui est Agile, par exemple, pour le business, ça va être beaucoup. On peut faire les choses plus rapidement, donc on peut skipper tout ce qui est un peu compliance. Et voilà, notre marketing campaign, faisons-le nous-mêmes, on n'a pas besoin de passer par le marketing, on ne fait pas les vérifications. Enfin, c'est ce qui s'imagine, mais en pratique, hein, bien sûr. Il y a toujours des rappels à l'ordre pour dire non, mais là, vous ne pouvez pas faire ça, il faut faire attention. Il y a beaucoup de restrictions au niveau du marketing. Les clients européens, ils doivent donner leur consentement. Il y a énormément de règles. Donc, mais ouais, le business avait tendance à penser que l'agile c'était un moyen de couper un peu tout l'administratif et des choses comme ça. Je pense qu'ils ont vite appris que c'était impossible de faire ça. L'IT va, comme c'est un produit tangible, et puis comme il y a quand même énormément de standards qui sont enforced, restreints, un peu contraints par tout ce qui est software Vous utilisez Jira justement ou des systèmes de ce type-là pour tout ce qui est product management. Donc, dans les deux cas, ouais, on était dans les Atlassian Product, on Jira, on fait directement les stand-up depuis Jira. Le business, bizarre, le business va être beaucoup plus dans le post-it sur le mur. Je sais pas si tu as vu un petit peu les murs ici, ils sont plein de post-it partout. Donc le business va quand même être moins avancé technologie, donc beaucoup plus dans le post-it pour les stand-up. On va beaucoup imprimer les choses et les mettre au mur, faire des diagrammes. On là, tu ferais des diagrammes aussi, mais ça va être beaucoup plus dans Confluence, dans Jira. Ça sera un peu la différence entre l'IT et le business, la façon de travailler. Mon équipe business a même décidé de retourner de Confluence vers SharePoint. Je pense qu'ils préfèrent SharePoint parce qu'ils basent principalement, ils font beaucoup de documents Word, Excel, PowerPoint, donc c'est facile à mettre dans SharePoint. Alors que l'IT, maintenant, nous, avec Panorama, c'était très digital, donc c'est tout, voilà, Atlassian, Slack, même beaucoup utilisent Slack, beaucoup de wireframes, des choses comme ça. C'est un peu la différence entre l'IT et le business, je pense. C'est intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que la grosse différence par rapport à quand je travaillais en Europe, c'est la démonstration. Il n'y a pas un seul mur ici, du 5e au 15e, sans un post-it. Et souvent, c'est des choses qui restent au mur très longtemps et que personne ne regarde, mais c'est là, les gens le montrent. C'est beaucoup dans il faut montrer. On fait du agile. Voilà, regardez ce magnifique mur postérisé. C'est ça. Et moi, dans la data analytics, du coup, j'ai appris très rapidement que malheureusement, on doit passer beaucoup de temps à faire le data engineering, à faire le back-end, produire des tables, consolider les données, mais ça n'a aucune visibilité. Donc, travaillant avec le business, on a très vite appris qu'il fallait montrer. Donc, on a commencé à très vite faire des visualisations de tableaux. Et le tableau, c'est très bien parce que ça va très vite de faire une visualisation d'un dashboard. Et on a même, je pourrais te montrer après si tu veux, on a même une télé interactive, une touchscreen, grand comme une télé derrière toi. Et on a mis les dashboards dessus. Donc, au départ, ils mettaient juste des PowerPoint. Et ça faisait un peu comme un présentoir d'accueil, tu sais. Transformer ça, on a voulu faire en sorte que les gens utilisent le touchscreen. Donc on a repris toute leur présentation, on a mis ça en tableau, puis on a commencé à faire en sorte que les données soient mises à jour en temps réel, à chaque fois qu'on rafraîchit les données. Et puis on a commencé à intégrer nos tableaux pour pouvoir faire les showcases depuis le screen. Et maintenant on commence à avoir un peu plus de monde qui commence à venir le tableau et dire ah oui, on va regarder les derniers chiffres des outflows pour BT. Donc voilà, c'est un peu là. Et là, on a vu tout de suite beaucoup de succès. Après 6 mois de dur labeur, on a essayé de consolider les données des 3 plateformes. Dès qu'on a fait les dashboards, les gens ont été surpris.
Donc voilà, je pense que très important en Australie, c'est toujours montrer, euh, à refaire, même si je retournerai dans l'IT, je pense que j'essaierai toujours d'utiliser un tableau et un peu de montrer sur des écrans quelque part, il faut montrer aux gens, Le travail. au leadership team, qui n'ont pas forcément le temps de mettre leur nez dans le code ou dans le Confluence. Il faut faire du showcase, ça fait partie des jobs, donc ouais, je pense que c'est un gros truc que j'ai appris en Australie. C'est marrant, on a vraiment des. C'est intéressant parce que les grands groupes Boral, c'est vraiment très similaire à ce que tu dis. Donc c'est rigolo de Ouais, je voir. pense que c'est des problèmes liés aux grandes organisations. J'ai travaillé pour des petites banques, des moyennes et des grandes, et au final on se rend compte, bon, toujours dans la finance, mais je pense que c'est des problèmes qui sont vraiment liés à la taille de l'organisation. Donc, ici, on est une grande organisation. J'aimerais bien un jour qu'on puisse chiffrer le coût de l'inefficacité euh, l'inefficacité au travail. Je pense qu'il y a un coût qui doit être énorme. J'imagine que ça fait 50%, 55% de temps perdu, je suis sûr. Par exemple, ici, voilà, beaucoup de gens passent leur temps en meetings. Ça, c'est un peu le côté australien aussi, c'est avoir beaucoup plus de meetings. Moi, par rapport en Europe, j'ai jamais fait autant de meetings. Je me rappelle des travaillant sur Panorama, des fois, à avoir 90% de mon temps de travail de 9 à 5 avec des meetings. Donc, devoir trier les meetings, devoir éviter les meetings, euh, parce que je devais délivrer pendant ce temps-là. Donc, 90% du temps en meeting, ça ne permet pas de délivrer des choses. Donc, ouais, devoir faire un peu de ménage et du coup, un peu être flagué en tant que. Pour un Australien, ça va être très normal de faire un meeting, enfin, en tout cas à Westpac. Et puis, je serais même satisfait d'avoir une journée complètement faite de meetings et ne pas avoir vraiment de délivrer quoi que ce soit, en fait. Donc, ouais, un peu ce clash culturel aussi au départ avec les meetings, en disant, mais on peut pas faire que des meetings, c'est pas possible. Ok, on peut discuter un petit peu, mais. Et un des gros problèmes, et je pense que c'est un manque de respect du règle de base du meeting, qui est d'avoir un agenda, d'essayer d'atteindre des objectifs. Je pense même maintenant on parle directement de mettre les objectifs dans l'agenda du Oui, meeting, oui, et c'est puis important. à la fin du meeting de rencontrer les objectifs. Alors je sais pas si c'est une culture Westpac ou australienne ou un mix des deux, mais ici il y a beaucoup de meetings qui n'aboutissent que sur un autre meeting. Et aussi beaucoup de tendance à beaucoup forwarder les meetings aux gens. Donc on se retrouve à un meeting qui peut commencer à 8, va finir avec 30. Donc dans une salle comme ça peut poser un problème. Et comme c'est pas contrôlable dans Outlook, ça peut aller très vite. Et aussi, comme il n'y a pas d'enjeu dans le meeting, les gens ne savent pas. Donc les gens viennent quand même au meeting et puis ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à faire dans le meeting. Mais bon, ils restent dans le meeting. Un peu cette culture du meeting aussi qui est un peu particulière quand je suis arrivé ici. Et puis voilà, c'est une des inefficacités. Hein. Je pense qu'il y a. J'ai entendu que les grosses banques, les autres grosses banques aussi ont un peu ce problème de meeting. Et d'ailleurs, c'est très difficile ici d'avoir une salle de meeting en heure de normale une semaine à l'avance. Il faut s'y prendre au moins une semaine à l'avance. C'est dingue. Ça, c'est une chose. Et après, c'est les données. Hein. Aussi, c'est très marrant. Donc, le business ont tendance à vouloir euh, aller à la pêche des données. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont envoyer un mail à toutes les équipes d'analytics pour demander les mêmes choses. Donc, tout le monde se retrouve avec les mêmes requêtes et, euh, et tout le monde vient avec ses propres nombres au final. Donc, tout le monde construit ses petits datasets, vient avec ses propres nombres, avec ses rapports, en mélangeant tout ça, les problèmes d'interprétation de la demande initiale, les choses comme ça. Donc, tout le monde vient avec des nombres différents. Donc, le business se retrouve avec plein de réponses. Donc, déjà, 5 équipes d'analytics pour travailler en parallèle, produire la même réponse, mais au final, la réponse est différente. Donc, le business ne sait pas quelle réponse prendre. Et en réponse de ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils construisent leur propre équipe de data analytics pour avoir le vrai nombre. Donc on se retrouve à Westpac avec des data analysts éparpillés partout dans le business. Et donc chacun construisant un petit truc. Et souvent, comme ça prend donc quand même énormément de temps de consolider les data sources et puis des compétences aussi. Donc souvent les data analysts, ils sont bons en Excel, mais des fois ça va pas plus loin. Donc voilà, c'est un peu le problème aussi à Westpac. Donc, on a des data analysts partout qui vont prendre les données par-ci, par-là, partout, qui sûrement skippent tout ce qui est standard, IT, un minimum de réconciliation, des choses comme ça. Et voilà, c'est un écosystème assez sauvage. Donc on essaye aussi, voilà, c'était un peu aussi ma démarche, d'essayer de se rapprocher un peu de l'IT et puis un peu essayer de centraliser les sources de données, un peu automatiser les choses De normaliser. normaliser, voilà.
Ah, ouais, ça fait écho à pas mal de choses. La culture française, en général, on n'aime pas le gaspillage. Euh, D'accord. alors que les Américains, par exemple, les Australiens un peu moins, mais toujours sont des cultures où il y a beaucoup plus d'argent disponible. Euh, et donc, au final, plus on a d'argent, plus on peut l'utiliser. Ils ont beaucoup de problèmes avec le fait de. Tu parlais de 55, 60%, enfin 50, 55% de temps. Mais en Je tant sais qu'exemple, pas. Ouais. c'était un nombre mis au hasard, ça pourrait être 20, ça pourrait être 80, mais l'idée c'est que nous, ça nous pose un problème intrinsèquement. Je te rejoins là-dessus. Moi, je me dis, faire 90% de meeting, c'est pas possible. C'est pas possible, on fait rien dans la journée. Et eux, ils vont avoir vraiment de problèmes avec ça, comme tu dis. Je pense qu'on a, enfin, ouais, la culture française, on a souvent une éthique. Il y a beaucoup plus du temps passé à travailler. On est beaucoup plus conscient de notre temps de travail et de notre productivité que ici. Ouais, ici, ça va être beaucoup plus détaché de ça. Et à la fin de la journée, c'est ouais, pouvoir sortir à 5 heures et puis profiter de la vie. Aussi, peut-être français, j'ai entendu, je pense que beaucoup de mes anciens camarades d'école ont tendance à faire des longues heures supplémentaires, alors que le temps de travail en France est plus réduit, hein, on est à 35 heures, alors qu'ici en Australie on est à 38 heures. Mais le respect du temps de travail, voilà, on fait 38 heures, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait des heures supplémentaires, en tout cas au Westpac. Euh, Vraiment, bon, le projet Panorama, quand on a des livraisons des deadlines assez serrés là où il faut donner un coup de poing en plus, mais en général, ouais, les gens Et ils vont ont le showcase en tendance. plus. Les Australiens, on va même en gros coup de bois, avaient tendance à partir de toute façon à 5 heures. Ou sinon, ils vont montrer énormément. Ah, je suis resté. Ouais. Et puis après, il y a une culture aussi, donc on a des assessments tous les trimestres. Ouais. Donc bien sûr, il faut montrer encore plus juste avant la fin du trimestre, parce que l'assessment arrive. Donc il y a énormément de choses qui sont un peu drivées par ça à Westpac aussi. Donc, on voit les gens réagir tout à fait différemment quand on atteint la fin du trimestre. Et après se relâcher complètement au début du trimestre. Et puis après ça revient à la fin du trimestre. Il y a un peu des vagues. Euh, ouais, je vois très bien. Je peux te donner une histoire avant qu'on passe aux questions rapides de la fin. C'est 4 questions standards pour toutes les interviews. Ouais. Avant ça, une petite histoire qui va sur ce que tu dis sur les meetings et le manque d'agenda. J'ai une amie qui travaillait chez LinkedIn. Elle me racontait l'histoire d'une collègue qui avait été invitée à un meeting dans les sales. Et elle avait été surprise parce que c'était pour son anniversaire. Il l'avait invitée. En fait, ils avaient préparé. Il y avait un gâteau. Tout le monde était là. Et là, je lui pose la question, mais enfin, elle savait pas ce qu'il y avait dans le meeting. Ah bah non, non, on l'a invitée sur un meeting dans les sales. Et puis elle est arrivée. Et puis c'est pour ça qu'on l'a surprise. Ah oui, mais normalement, si tu sais pas ce qu'il y a dans un meeting, enfin, en tant que français ou en tant qu'ingénieur français, j'en connais plein. Si tu sais pas ce qu'il y a dans le meeting, tu vas pas au meeting. Enfin, tu demandes l'éclaircissement, l'agenda C'est vrai avant. que j'avais tendance à faire ça. Au début, on arrive en Australie. C'est quoi l'objectif du meeting, l'agenda et là, elle était heureuse. Elle avait même mis un post avec la photo, avec le cake. Oh, ma surprise. Et personne pose la question alors que pourquoi t'es allé à ce meeting-là? Jamais ça aurait dû être possible qu'on puisse te surprendre là-dessus. Qu'on te fasse un faux meeting, d'accord. Mais enfin, un faux meeting, il faut aussi l'agenda et qu'en fait, c'est un faux agenda. Mais sans rien. Oh, mais voilà, je voulais voir ce que c'était. Alors, du coup, j'ai appris à aller dans les meetings. Ah, tu le fais Bon, finalement? je fais toujours un peu de tri, hein, mais Ouais. je vais plus souvent dans les meetings. Il y a comme le titre qui donne l'indication, mais des fois, la seule information, c'est le titre. Donc, euh, voilà, ouais, ça dépend aussi de voilà, la charge de travail en cours et Ça dépend des équipes et tu finis par connaître les personnes aussi qui envoient ce type d'invitation. aussi. Et pourquoi. C'est de la devinette, du coup. Je te propose les 4 dernières questions. Faisons ça. Est-ce que tu t'y es préparé au final? Parce que tu m'avais demandé les questions un peu à l'avance. Est-ce que tu allais retourner voir les questions que j'avais posées sur les vidéos ou pas? Ah non, je savais pas que tu avais 4 questions standards à la fin, en fait. Je ne suis pas préparé. Très bien. Si tu veux du temps entre les questions, il n'y a pas de souci. Alors, la première, est-ce que, ton côté professionnel, est-ce que tu aurais un livre ou une lecture, une source de lecture à recommander à d'autres ingénieurs qui travaillent en Australie? Ça peut être en Australie, ça peut être plus général. Est-ce qu'il y a une lecture qui t'aura inspiré ou quelque chose sur Une toi? lecture. Laisse-moi réfléchir. Vas-y, vas-y. Tu peux réfléchir. Je pense que j'ai quand même beaucoup appris sur le temps. Ouais. Tu veux faire la Non, non, t'inquiète, on a le temps, vas-y, fais le. Je pense que j'ai quand même beaucoup appris sur le tas. Je pense que c'est toujours bon de lire au plus possible, surtout si l'ingénieur français qui veut venir en Australie a un peu le temps de lire avant d'arriver en Australie. Des fois, je sais que ça peut être. Moi, j'ai été très short terme en arrivant en Australie, puis il y a beaucoup de préparation pour venir en Australie. Moi, personnellement, j'ai tout vendu avant d'arriver, donc ça a pris un peu de temps. Mais
Non, je me rappelle, non, pas forcément une lecture précisément, Pas mais forcément pour beaucoup. arriver en Australie, mais même au niveau professionnel, pour le développement, pour une méthodologie. Non, je pense que j'ai beaucoup appris sur le tas. Je pense qu'il y a sûrement moyen. Je pense que la culture, tout ce qui est culture professionnelle anglaise et américaine, pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ont plus l'habitude de travailler en France, ça peut être bon justement de demander à des Français qui ont travaillé en Angleterre, peut-être aux États-Unis, leur demander un peu des insights, je pense. Je pense que ça aiderait beaucoup pour l'approche à la culture australienne professionnelle. Mais je crois pas que j'ai une. Non, je pense que j'ai beaucoup de vidéos YouTube, j'ai lu beaucoup d'articles énormément, donc prendre des petits morceaux par-ci par-là, mais au final, c'est vraiment apprendre sur le tas l'expérience Ouais. professionnelle en Australie qui, je pense, donne un vrai aperçu. Ouais. Donc j'aurais pas vraiment. Il faut s'informer le plus possible, il faut discuter avec des gens. Je pense que la culture anglaise ou la culture américaine est bonne à connaître aussi. Ce sera pour. C'est, ouais, là, en anglais, ils ont un terme pour donc, apprendre sur le tas. Je crois que c'était just-in-time learning, Ok. qui est exactement ça. C'est-à-dire, bon, bah, il faut faire, maintenant on va apprendre. Je crois que c'est la théorie, c'est quoi? C'est 10%, 20%, et puis la pratique, c'est 80%. C'est ça. Donc, je pense que malgré que tu lises tout et n'importe quoi, je pense que c'est vraiment la pratique. Surtout pour la culture, c'est encore plus difficile. Je pense qu'il y a énormément de non-dits, de formels, de body language. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment lire. La vidéo peut-être apporte plus pour le body language. Par exemple, ici, j'ai découvert la culture indienne. On travaille beaucoup d'Indiens. Donc les hochements de tête, des choses comme ça. Il y a Ouais. des très bonnes vidéos YouTube sur ça qui t'expliquent. Ah ouais. Genre, il y Mais a enfin, il y a une chaîne où il y a quelque chose en particulier qui te vient en tête ah, ou. Parce que je connais pas du tout, moi, donc ça m'intéresse de je commence regarder. à surfer sur YouTube, donc je tombe sur, des fois je cherche des choses comme ça. Mais ouais, c'est vrai que par exemple, le hochement de tête indien m'a beaucoup intrigué au début, puis après j'ai compris que ça avait une vraie Ça veut signification. dire quoi alors? Donc selon le hochement de tête, ça a une signification. Donc, par exemple, s'il va faire un petit hochement de tête comme ça veut dire qu'il sait pas forcément. Et pareil pour les Asiatiques, donc quand ils vont dire, ils vont aussi hocher la tête comme ça, qui veut dire oui pour un Français, mais eux, ça veut dire j'ai peut-être pas forcément compris, quoi. Et ils n'ont pas parlé parce ils ont tendance à vouloir un petit peu ne pas avouer qu'ils n'aient pas compris quelque chose et puis partir même sans avoir compris quelque chose et du coup faire des choses mal derrière. Donc, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup à Sydney, c'est qu'il y a pas seulement la culture australienne, mais énormément de culture asiatique, indienne à découvrir. Et je pense que ouais, en fait, c'est beaucoup de formels et de body language. Donc, YouTube peut être pas mal mieux qu'un livre, peut-être, je Ok. pense. Ouais, je vais regarder les. En tout cas, sur le hochement de tête indien, ça Très m'intéresse. subtil, très intéressant. Ouais. 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 Ok. Alors, deuxième question. Est-ce que tu aurais une citation ou un proverbe particulier qui te tient à cœur, que tu suis régulièrement? J'ai beaucoup de principes là, que j'applique toujours, j'essaie toujours d'appliquer. J'ai découvert aussi que là, en Australie, on a peut-être une culture différente du service. J'ai tendance à être assez serviable. Donc quand les gens s'approchent de moi, ils ont des problèmes. J'ai tendance à essayer de les aider. Donc je vais. Et moi, quand j'ai des difficultés à faire mon travail aussi, euh, je ne vais pas délivrer des excuses, je vais délivrer des solutions. Donc j'ai un peu cette. Disons, proverbe derrière ça, ça pourrait être peut-être no excuse ou. Voilà, en avant Guingamp ou je sais pas. Ah, c'est génial, ça fait longtemps. Voilà, essayer toujours ouais, d'aller de l'avant et puis malgré les problèmes, malgré les difficultés, je pense que les gens sont tous intéressés à aller de l'avant. Il faut savoir aussi écouter les gens, leurs problèmes et comprendre d'où ils viennent, mais je pense qu'il faut continuer à aller de l'avant et je pense que j'ai eu énormément de succès à travailler 5 ans ici à BT avec cette mentalité de toujours aller de l'avant. J'avais même un moment des gens qui faisaient la queue à mon bureau voilà, pour qu'ils venaient avec leurs problèmes et en très peu de temps je les débloquais. Mais je pense que ouais, je glissais un peu à une espèce de culture du service un peu plus poussée que parfois je trouve manque. Surtout dans une grande organisation comme Westpac où les gens ont tendance à rejeter tout autour d'eux parce qu'ils sont, je sais pas, trop de meetings, ils sont tendance à rejeter et puis à pas aider les gens. Du coup, l'organisation grossit parce que tu m'aides pas, donc je vais embaucher quelqu'un d'autre pour Hmm. m'aider. Donc,
Je pense que le monde serait meilleur si tout le monde ferait un petit peu cet effort pour s'entraider un peu plus de service entre soi, et puis voilà, on va pas parler des heures à dire comment on peut pas faire les choses, il faut voilà, Comment on fait les comment on choses? fait les choses. Très bien, no excuse et culture dans le service, ça paraît bien. Oui. Alors, troisième question. Si tu pouvais revenir en arrière au moment où tu es arrivé en Australie, est-ce que tu changerais quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça serait? Bon, je pense qu'on aurait toujours voulu avoir toute l'expérience qu'on a accumulée en 5 6 ans déjà dans les bagages en arrivant, ça peut aider. Au final, c'est pas très traumatisant non plus d'apprendre. Je pense qu'il y a sûrement plein de moments marrants où, ouais, je pense qu'il y a un côté très ludique aussi d'apprendre la culture et puis de découvrir comment les choses marchent. Ça fait un peu partie de l'excitation de l'arrivée dans un nouveau pays, je pense. Euh, Est-ce que j'aurais changé quelque chose? Je pense que j'ai eu des très bonnes conditions en arrivant, donc je pense pas que j'aurais, Ouais, ce que tu disais au début. je pense pas que j'aurais vraiment changé quoi que ce soit. J'aurais peut-être voulu savoir comment le prix de l'immobilier aurait augmenté. J'aurais peut-être acheté directement en arrivant, je sais pas. Ouais, peut-être le plus gros truc à signer, hein, c'est une grosse contrainte financière, le prix de l'immobilier. Donc ouais, j'aurais bien voulu peut-être savoir. Ouais, comment il aurait évolué, j'aurais su quand acheter, peut-être sûrement dès le début, sachant que malgré que ça a baissé, on est toujours bien au-dessus de quand je suis arrivé en 2013. Mais non, ouais, non, sinon, non, pas grand-chose à changer. Voilà, c'est assez intéressant d'arriver dans un pays et puis aussi de ne pas savoir et d'apprendre, quoi. Ça fait partie de l'attrait aussi, je pense. J'ai déjà eu cette réponse. J'aurais voulu acheter. Dès qu'on est plus là de plus de 5 ans, c'est Ouais. clair. C'est clair. Euh, Dernière question. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour un ingénieur français, donc avec entre 3 à 5, 8 ans d'expérience, qui arrivera en Australie, qui cherchera un travail dans ce domaine-là, typiquement dans l'IT, dans le conseil en IT ou même dans la banque? Est-ce que tu auras un conseil à lui donner? Je pense que déjà l'Australie a un cadre d'immigration choisi très précis, donc je pense que le profil parfait, c'est sûrement 5 à 10 ans d'expérience, la trentaine. Euh, alors, est-ce que idéalement sans femme et sans enfant, ça serait peut-être plus simple? Moi, je suis avec ma femme, ça s'est bien passé. Je pense que il faut avoir un partenaire assez ouvert d'esprit aussi et prêt à voyager. Je connais beaucoup d'ingénieurs qui sont repartis parce que la femme ne s'est pas réussi à s'intégrer. Faut toujours penser il y a deux intégrations quand on arrive avec sa femme. Donc, ça n'a pas été facile, mais ma femme s'en est très bien sortie maintenant. Donc il faut prendre ça en compte aussi, en considération. C'est un voyage qui se fait à deux s'il n'y a jamais un partenaire. Euh, et je pense que bon, les recherches, les compétences IT, compétences techniques même en général, sont très recherchées. Donc il y a moyen l'Australie est intéressée par l'ingénieur français, la trentaine, 5 10 ans d'expérience, avec des compétences techniques. Certainement, il y a une place à se faire. Je pense qu'il faut arriver, ouais. Moi, je pense qu'il y a plusieurs approches en arrivant en Australie. Il faut déjà tout de suite se dire, est-ce qu'on va vouloir rester? Après, il y a toujours le choix de changer d'avis, mais est-ce qu'on veut rester dans du moyen long terme ou est-ce qu'on veut faire une mission de quelques années, puis potentiellement repartir, mais aussi peut-être changer d'avis au passage. J'ai connu tous les types de profils. Euh, en tout cas, il faut venir avec un esprit ouvert, je pense. Ça, c'est applicable dans n'importe quel pays. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il ne faut pas se dire, oh là là, ça va être une nouvelle culture, ça va être dur. Faut savoir que ça va être difficile, n'importe quel pays, je pense. Je pense que l'Australie, au final, c'est quand même pas si difficile que ça. La culture australienne n'est pas si éloignée que ça que la culture anglo-saxonne, qui est assez proche de la culture européenne en général. Euh, le cadre de vie ici en Australie, à Sydney, c'est quand même la vie professionnelle, le work-life balance, font en sorte quand même que les choses soient assez faciles, hein, j'ai envie de dire. Donc ouais, moi j'inviterais voilà, tous les ingénieurs avec ce profil-là. Je pense qu'il y a très moyen de venir en Australie. Malgré, il y a peut-être un peu plus de fermeture sur l'immigration ces temps-ci, mais je pense qu'il y a toujours
une place pour beaucoup d'ingénieurs français. Il y a un gros manque. L'Australie est quand même un pays riche qui se développe assez vite. Et, ils ont besoin de monde. Je pense qu'ils ont besoin de monde de l'extérieur aussi. Donc, venez, Bah, rejoignez-nous. pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis sûr qu'ils sont vraiment intéressés par l'Australie. Et voilà, c'est le mot de la fin, c'est venez, il y a de la place ici et c'est un beau cadre de vie. Ouais, Mer- exactement. Merci Roddy. Merci pour ton temps, ouais, c'était cool.